Bonsoir, bienvenue à la dernière capsule. Ça va être assez rapide. Je vais juste vous donner les conditions de l'examen et je vais vous aider à parcourir les supports de cours pour mieux maîtriser le Java. Je rappelle que j'ai introduit le Java à la dernière session. Au niveau de l'examen, il est prévu pas ce jeudi, pas le jeudi 18, mais la semaine d'après. On va vous demander d'écrire diverses fonctions. Vous allez pouvoir les écrire soit sous Processing, soit sous Java. Si vous regardez la dernière capsule que j'ai déposée pour la semaine numéro 12, suivez ma souris, vous allez voir qu'il n'y a presque aucune différence entre une fonction Processing et une fonction Java. En fait, la seule différence, c'est que si vous l'écrivez sous Java, j'attends de votre part d'ajouter le mot statique devant la fonction, sinon il n'y a aucune différence. Donc pour l'examen, vous allez avoir un nombre de fonctions à écrire. Si vous ne pouvez pas venir à l'examen, ce qui est normal pour une formation non-FOD, je vais vous donner peut-être d'ici une semaine un projet à faire sous Java par contre. Donc si vous avez la possibilité de venir à l'examen, je pense que ça va vous prendre moins de temps que le projet, même si on compte les transports dans ce temps-là. Okay. Bon, je suppose que le Java a été déjà introduit à la dernière semaine, sinon n'hésitez pas à regarder la vidéo numéro 12. Donc au niveau de la vidéo numéro 12, si vous regardez, je parle de la vidéo complète, pas celle qui est déjà disponible sur YouTube. Je montrais comment écrire divers programmes Java. Donc ça sert à rien pour moi de recommencer à écrire des programmes pour cette capsule-là, parce que vous avez beaucoup d'exemples. Dans la vidéo numéro 12, ici vous avez le plus simple programme Java qui affiche quelque chose. Vous avez aussi la vidéo en ligne. Donc il suffit de parcourir cette vidéo et de voir plusieurs exemples. Même si vous regardez la vidéo, vous n'êtes pas obligé de tout regarder du début à la fin, mais même si vous regardez à une position quelconque, vous allez voir des programmes Java avec beaucoup d'explications. J'ai compilé, vous pouvez voir comment je fais pour gérer les erreurs de compilation. Mais en fin de compte, un programme Java et un programme informatique, quel que soit le langage, en fin de compte, il sera, si vous voulez, une suite de définitions de fonctions. Donc ici, dans l'exemple sur lequel je me suis arrêté par hasard, sur la vidéo 12, donc je suis vers la minute 47, il y a, vous voyez, une fonction puissance qui calcule x puissance n. La seule différence entre cette définition de fonction et une fonction processing, c'est ce mot-clé statique qui est ajouté ici, suivez ma souris, et on a la fonction main à côté. Donc c'est un programme avec deux fonctions, le main, et le main ne fait qu'appeler la fonction puissance. Après, dans cette vidéo, je donne beaucoup de détails sur d'autres fonctions. Et si vous regardez, par exemple, vers la minute 1h10, je parle de comment demander à l'utilisateur de saisir une valeur. Vous trouvez aussi l'information dans les slides. Ça veut dire que vous prenez cette page web, vous pouvez aussi télécharger les slides numéro 12 la semaine dernière. Vous avez des informations. La deuxième partie s'appelle lecture clavier. Donc, comme ça, je pointe vers ce qui vous intéresse. Vous pouvez télécharger les programmes live ici. Vous avez des exemples de programmes Java slide par slide. Voilà. Ici, c'est un programme qui permet on a ici vous voyez deux fonctions qui sont définies. La fonction main qui est toujours nécessaire et la fonction puissance. Et dans le main, on demande à l'utilisateur de saisir ici son nom. Et par la suite une valeur x, une valeur n, et le programme va calculer ici x puissance n. Donc je vous invite à regarder tout ça, surtout si vous voulez faire le projet, parce que ça va compter. Et après dans la vidéo, si vous regardez
je vous invite vraiment à regarder la vidéo 12 pour comprendre le passage au Java. Donc une fois que vous avez compris qu'on peut facilement traduire les fonctions processing en fonctions Java, le programme que vous allez obtenir à la fin d'un travail sur le sujet, ça va être une suite de définitions de fonctions. Donc je cherche par exemple un exemple, je sais pas. Par exemple ici je m'arrête ici, c'est pour donner un exemple. Vous voyez un programme Java où il y a une fonction qui s'appelle getMinTab, une fonction qui s'appelle calculer négatif, une fonction qui s'appelle calculer min-max, et par la suite la fonction main. Donc le programme que vous allez écrire en fin de compte, ça va être un programme qui comporte 3 ou 4, 5 ou 6 ou 1000 définitions de fonctions. C'est ça un programme informatique. Donc la difficulté, c'est d'écrire chaque fonction individuellement. Ici, par exemple, dans la vidéo, ce code il est souligné parce qu'il calcule la valeur minimale d'un tableau. Dans ce cas-là, regardez, il y a l'algorithme qui est souligné pour calculer min. Et finalement, on renvoie la valeur min. J'essaie d'attirer votre attention sur un phénomène un peu plus difficile. Vous pouvez facilement se casser les dents sur l'identification d'une variable, parce qu'il y a une variable qui s'appelle min à l'intérieur de la fonction getMinTab, mais je vois min ici à la deuxième ligne du programme avec le mot-clé statique devant. Dans ce cas-là, min ici et ce max-là, suivez ma souris, donc le min et max à la deuxième et troisième ligne, c'est ce qu'on appelle des variables globales. Si on le déclare comme ça à l'extérieur de toute fonction, on doit mettre le mot-clé statique, ça c'est sûr, mais du moment où on les déclare comme ça, c'est ce qu'on appelle des variables globales. On aurait pu faire la même chose sous processing. On a fait plusieurs programmes où on a déclaré des variables à l'extérieur de toute fonction. Par exemple, pour avoir un rayon d'un cercle ou d'autres longueurs. Ici, le min dans getMinTab, parce que c'est une variable locale min, le programme il va considérer que cette variable, lorsque je fais return min, on parle de la variable locale. Mais si jamais la variable locale min n'existe pas et on utilise quand même une variable min, alors ça doit être la variable globale min. Regardez calc min max. Vous voyez, donc la fonction calc min max, suivez ma souris. Ici, dès le début, j'affecte une valeur à min. Plus tard, j'affecte une valeur à max. Ici, le min et le max, comme c'est pas déclaré, il n'y a pas de min et de max déclaré à l'intérieur de calc min max, ça veut dire qu'il s'agit de deux variables min et max, deux variables globales. Donc ça sert ici, n'hésitez pas à regarder la vidéo en détail vers la minute 1:42. Ça sert à calculer par exemple à la fois le min et le max d'un tableau T. Comme on a deux valeurs de retour, si vous voulez, pour la fonction qu'on veut écrire, le min et le max, alors, si c'est comme ça, la seule manière de renvoyer deux valeurs, c'est finalement faire une méthode qui renvoie rien, void, mais on stocke les valeurs les valeurs qu'on veut renvoyer dans deux variables globales, min et max. Donc, j'espère que vous avez une idée du programme et n'hésitez pas à regarder le reste de la vidéo. Donc, et pour ce qu'on n'a pas encore couvert jusqu'ici, c'est les derniers slides. Donc les derniers slides, c'est ceux qu'on a au niveau des slides 13 sur les supports de cours. Il n'y a pas d'autres slides qu'on a couverts l'année dernière et cette année. Je ne vais pas faire plus que ces slides-là. Donc c'est le deuxième cours de Java. Ici, par exemple, dès le départ, on revient sur l'idée de variable globale. Vous pouvez regarder la vidéo pour voir plus de détails, mais c'est un peu la même chose que je dirais tout à l'heure. Si une variable elle est déclarée à l'extérieur de toute fonction, alors c'est une variable globale.
Ok. Et après, si vous suivez la vidéo, vous allez voir comment j'ai géré toutes ces histoires-là. Même, et après, par exemple, dans ce slide, on regarde ce qu'on fait si jamais l'utilisateur ne saisit pas en entier ou en double. Lorsqu'on lui demande en double, il peut saisir autre chose. Donc, ce type d'informations, de notions sont gérées dans les derniers slides. Donc, et ces derniers slides, slide numéro 13, ont été traités, si vous voulez, l'année dernière en 2 séances. Mais la vidéo 13, en fait, ça démarre avec une correction du TP12, donc une correction vidéo du TP12, ce qui peut être très intéressant pour vous. Et par la suite, c'est vraiment la vidéo 14 qui gère, strictement parlé, les slides. Donc, si vous regardez la vidéo 14, ici on travaille sur les slides. Je ne sais pas si je retrouve, voilà. Ici, je suis au slide numéro 7, par exemple, et les slides sont travaillés slide après slide, programme après programme. Et par la suite, dans ces slides-là, à partir du slide 10 environ, il y a des questions concernant l'écriture correcte du code qui couvrent aussi une notion de décalage. En fait, il y a des langages comme Python où l'indentation, bien la décalation correcte des lignes doit être vraiment correcte pour que le programme fonctionne. C'est pas le cas du Java. Vous n'avez aucune obligation sous Java ou sous Processing à faire la bonne indentation du programme. Même regardez un peu ce slide là et n'hésitez pas à regarder la vidéo pour plus de détails. Regardez, j'ai classe test et l'accolade qui ouvre la classe test, elle est fermée ici. Ça veut dire que si je monte sur cette colonne de l'accolade qui ferme la classe, je retombe sur la première lettre de la déclaration de la classe. Le main, l'accolade qui ouvre le main, elle est là, elle est fermée ici, cette accolade. Si je monte sur cette colonne, j'arrive à la ligne où je démarrais le main. Après, j'ai une boucle for qui démarre à la 4e ligne, suivez l'accolade. Et elle se ferme ici. Donc, essayez de respecter cette règle-là. Si j'ouvre une accolade ici, par exemple, pour la boucle for, je dois la fermer ici. Et si je monte sur cette accolade qui ferme, je tombe sur le for qui a démarré le bloc de code qui doit être exécuté à chaque itération de la boucle for. Et par la suite, regardez l'indentation, le niveau d'imbrication, il est donné par le niveau de décalage. Donc ici, par exemple, le système outprint, c'est le code le plus adroit et il a un niveau d'imbrication 4. Donc j'espère avoir bien couvert les derniers supports de cours que vous pouvez trouver sur le site. Et si vous voulez, on se donne encore un dernier rendez-vous lundi prochain. On peut se donner un dernier rendez-vous lundi prochain. Donc ça va être le lundi 22. Et n'hésitez pas à m'écrire des mails si vous voulez me voir même en présentiel. Quelqu'un m'a parlé qu'il pourrait venir. On peut se retrouver soit à la bibliothèque du CNAM, comme on m'a indiqué, ou comme on m'a donné comme exemple, ou ailleurs, parce que je comprends l'examen approche vite. Et je pense que quelques jours après l'examen, je vais déposer le sujet du projet à rendre dans une semaine. À bientôt.